Yorgos Rembikos, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université à l'université de Versailles Saint-Quentin et vous dirigez un master sciences de la santé, de l'environnement, du territoire et de la société, c'est ça? Voilà, bonne Voilà. note. Donc peut-être interroger ces quatre mots à travers notre discussion. Commençons par la santé. Mm. Euh, avec un peu un retour en arrière sur cette définition holistique, globale de la santé, définie par l'OMS, un complet état de bien-être. Et cette charte d'Ottawa, 86, encourageant le monde à développer la promotion de la santé et à permettre aux gens d'être acteurs de leur propre santé. Quel regard vous portez sur la situation actuelle au vu de cette définition globale de la santé? C'est un vaste sujet. Premier problème, prenons un point de vue de la santé en tant que complet bien-être. Si on interroge les documents des années 50-60, on se rend compte que beaucoup de professionnels, y compris de santé publique, considéraient que c'était un peu une utopie. Qu'on avait fixé un idéal et que cet idéal était juste bon pour faire bien, donner l'impression qu'on va plus loin, mais que le système de santé restait dans une approche business as usual. Et en particulier, la difficulté, c'était effectivement comment on mesure qu'est-ce que c'est que le bien-être. C'est-à-dire que l'OMS a été un peu vicieux, il nous a mis un terme polysémique sur lequel les philosophes se sont beaucoup exprimés, parce que si vous prenez les philosophes antiques, ils parlent tous de bien-être, avec des mots différents, mais ils parlent tous de bien-être. Donc il nous a mis quelque chose dans les mains qui est effectivement une notion un peu difficile. Qu'est-ce que c'est que le complet bien-être? Comment on le mesure? Comment on mesure le volet social, le volet psychosocial, au-delà de la simple maladie ou l'infirmité, comme dit la définition. Donc de ce point de vue-là, c'était un peu, comment dirais-je, c'était un pavé dans la mare, sans nécessairement réfléchir, c'était généreux, etc., mais ils n'ont pas nécessairement réfléchi aux conséquences conceptuelles, des difficultés que pouvaient avoir les gens à s'approprier cette définition. Par contre, ça a amené une ouverture considérable qui s'est consolidée dans les années 70 après le rapport Lalonde, c'est-à-dire que notre santé n'était pas ne dépendait pas seulement du système de soins des professionnels de santé, de l'hôpital, des médecins, etc. Et qu'elle était formée ou influencée par toute une série d'expériences de vie qui étaient très en amont. Donc le fait de porter ce regard très en amont, et qui a conduit dans les années 80 et 90 différentes études qui ont positionné l'affluence du système de soins sur notre état de santé comme étant aux alentours de 20%, poser la question de qui s'occupe du 80% restant. Donc de ce point de vue-là, il y a eu cette avancée qui a été vraiment considérable, qui a permis de raccrocher autour du terme fédérateur santé complet bien-être toute une série de professionnels qui pouvaient faire de l'estime de soi, qui pouvaient faire toute une série, je dirais, d'approches, de contributions pour améliorer l'état de santé des populations. Vous avez cité la charte d'Ottawa. Pour moi, la charte d'Ottawa, c'est effectivement le véritable ovni, puisque là, ce n'est plus du tout une simple définition de la santé, c'est une posture complètement différente. Puisqu'on dit que finalement, la santé est une ressource pour réaliser ce que l'on a envie de faire dans sa vie. Donc, on dépasse la notion holistique ou positive, puisque là, on est vraiment dans quelque chose que l'individu peut s'emparer et réussir sa vie ou pas, en fonction justement de son aptitude à utiliser la santé comme ressource.
Et là, il y a un autre hiatus au niveau de la Charte d'Ottawa et de la promotion de la santé, qui encore une fois dépend de la culture et donc des modèles nationaux ou internationaux. Et je vais prendre juste la différence qui existe entre un système de santé publique français qui est axé sur l'individu, et donc la santé peut être une ressource individuelle. Où est-ce qu'on aborde le sujet, comme le font les Canadiens, à l'échelle des communautés, du groupe, donc collectivement, un groupe auquel on appartient en tant qu'individu, et qui donc confère ces compétences qui sont effectivement de nature plus sociale. Et ça, on peut le trouver c'est pas propre à la santé publique, il y a la différence entre une approche française et une approche canadienne. On peut le trouver dans toute une série d'autres domaines où on va privilégier le développement de l'individu ou le développement de la communauté à laquelle appartient l'individu. Et ça peut nous amener, je m'arrêterai là, ça peut nous amener à nous interroger, par exemple, sur les raisons pour lesquelles le développement durable, autre sujet, je dirais, un peu complexe, qui est arrivé un peu dans la même période que la Charte d'Ottawa, insiste sur les valeurs collectives. Sur le fait que on n'est pas que une somme d'individualité, que la société n'est pas qu'une somme d'individualité. Et là, là c'est encore une fois un peu, pour faire une petite ouverture par rapport au master, c'est un peu la raison pour laquelle il y a le 4e terme société. Pour insister sur le fait qu'on s'intéresse au corps social comme porteur d'un certain nombre de valeurs qui vont avoir un rôle facilitateur ou non pour améliorer l'état de santé de tous les humains. Justement, vous avez devancé ma question sur les liens des 2 premiers mots, santé et environnement, on y viendra tout à l'heure, mais revenons au corps social justement et à un des enjeux majeurs qui est le pouvoir agir. Pouvoir agir des citoyens sur leur santé aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments de contexte. On a eu l'occasion récemment de parler avec un chercheur autour des enjeux austérité et santé, de cette question de la reconnaissance des pouvoirs dans l'organisation sociétale en santé aujourd'hui, entre le citoyen et peut-être des organisations plus centrales. Quelle lecture vous faites de la situation du pouvoir agir en santé aujourd'hui ? Le constat de nombreuses insuffisances et de nombreuses incompréhensions, ou alors compréhension partielle, en fonction du background disciplinaire, et encore une fois, je suis désolé d'être un peu critique du système français, mais il se trouve que je ne suis pas d'origine française, même si je suis adopté pleinement depuis plus de 30 ans. Et il y a quelque part des faiblesses qui sont inhérentes de par la posture épistémique que l'on adopte et qui vont influencer finalement les priorités, notre manière de construire le problème. Le pouvoir à agir est une mauvaise tentative de traduire le terme anglais agency, qui a été très bien développé par Amartya Sen. Je note au passage que comme agency et l'autre mot-clé de la Charte d'Ottawa, qui est l'empowerment, n'a toujours pas trouvé de traduction officielle, en tout cas en français. Et donc, on a parlé de pouvoir à agir tout de suite en introduisant la notion de pouvoir. On jette le regard sur l'avantage que ça donne à l'individu qui dispose du pouvoir par rapport aux autres. Je préfère utiliser le terme capacité à agir parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Les Canadiens d'ailleurs utilisent un très vilain mot qui s'appelle la gentilité. Mais ça reste quand même axé sur les capacités individuelles qui interagissent entre elles et qui peuvent produire ou non la bonne santé. Dès lors que l'on a un système de santé qui se veut un peu paternaliste, qui se veut apporter les bons messages, on le voit, manger, bouger, 5 légumes par jour, etc., ces règles,
on provoque, je dirais, de la part du corps social, non pas un rejet, mais il y a certains qui sont capables de s'approprier parce qu'ils ont lu en plus, parce que ils ont accès, de par leurs moyens financiers, à beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de choix. Et donc, on provoque cette différenciation donc, de ceux qui ont plus de possibilités et qui donc peuvent se servir de cette capacité à agir pour améliorer leur santé, et tous ceux qui sont un peu plus dans la disette, qui ont donc des déficits de moyens, qui ont le regard porté sur la subsistance et non pas sur des choses supplémentaires, des choses additionnelles qui peuvent apporter une meilleure santé, et c'est à l'origine de ce que l'on appelle les inégalités sociales de santé. Donc, poser le pouvoir à agir comme une nécessité ou comme une impérieuse nécessité, un droit fondamental, doit nous faire revoir nos politiques du national jusqu'au local. Parce que bien sûr, les communautés et leurs lieux de vie sont, de ce point de vue, critiques, de les situer là où ils sont dans leur espace de vie, ce qui ramène au terme territoire, bien sûr, dans les 4 termes qui forment le titre du master. Dernière question sur ce premier mot santé. La quête de réduction des risques en santé, depuis des années, a donc entraîné une multiplication des normes, plus ou moins lisibles par l'ensemble de la communauté, mais aussi peut-être un certain nombre de freins à la pratique en santé. On prend l'exemple de la cuisine ou de l'organisation de cet espace de vie qui est la pratique alimentaire dans sa globalité. Quelle lecture vous faites de cette organisation à travers les normes, et très en lien, pas jumeler les deux, mais aussi cet aspect un peu biotechnique et biotechnologisant qui est en train de vivre le monde de la santé avec l'arrivée de la mHealth et de tous ces... De la mHealth, Mobile Health. Ah oui, d'accord. Oui. Ou de tous ces nouveaux moyens qui l'accompagnent de contrôler la santé physique, les bracelets, les montres, etc. Et de vivre au rythme de ces battements cardiaques conscientisés, je sais pas, ou pas. Moi, je trouve ça terrifiant. Moi, à titre personnel, je trouve ça terrifiant. Et donc d'avoir cette notion des informations au plus près de chaque battement de notre cœur, hein, je ne vois pas le bénéfice en termes de bien-être que ça peut apporter. Que ça puisse nourrir certaines obsessions, enfin certains caractères obsessionnels, je veux bien, mais en même temps, je ne porte pas de jugement de valeur à proprement parler. Je pense c'est aussi une façon de détourner le regard de ce qui est essentiel. Et une des choses auxquelles je tiens le plus, c'est la part de libre arbitre de chacun, et qui elle-même va le conduire potentiellement à transgresser un certain nombre de règles et à innover. Faudrait quoi, je veux dire, on dépérit. C'est nécessaire de faire ça. C'est nécessaire de pouvoir dépasser. Sinon, par exemple, si chacun se conforme, si un scientifique se conforme aux théories existantes, il n'inventera jamais, il n'y aura jamais de progrès. Donc, comment on trouve la part juste suffisante, je dirais, qui ne dépend pas de ce système normalisateur qui est aussi uniformisant, et je dis jusqu'où on peut aller, qui est quelques expériences de voyage dans les républiques ex-soviétiques, c'était juste poignant, le fait qu'il n'y avait pas de choix possible, un modèle de chaussures, un modèle de chapeau, un modèle de manteau, et ainsi de suite. Donc, pour moi, la norme, c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné poser
le dénominateur commun qui doit servir de guide. Mais quand je regarde ce qui se fait de manière générale en matière de normes, c'est plutôt un alignement par le bas, parce que la gestion du risque, la valeur de gestion, nous conduisent toujours à faire un arbitrage qui va dire quel est le meilleur niveau de sécurité que nous pouvons atteindre au meilleur prix. Donc finalement, je trouve qu'on n'est pas guidé on n'est ni guidé par les bonnes informations, ni par les bonnes valeurs, ni pas nécessairement avec les bons objectifs qui devaient être ceux des individus et des communautés qui sont maîtres, qui ont le pouvoir d'agir, enfin la capacité d'agir pour leur santé, leur bien-être, leur épanouissement. Moi, ce que je peux dire sur les normes, je dirais les normes, c'est comme les lois. À un moment donné, un corps social qui devient plus complexe, il a besoin aussi des règles pour fixer les relations entre les gens et ce qui est interdit. Mais je n'irai pas plus loin que ça. Et la multiplication des normes, c'est aussi peut-être ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, à partir du moment où on est capable d'établir un seuil de sécurité, on se dit qu'on va légitimer l'usage du produit dangereux ou de la substance dangereuse, sans se poser la question est-ce que finalement il n'y a pas une alternative et que cette alternative ne génère pas d'autres opportunités. Voilà.